Merci Fleur, bonsoir à tous et merci pour cette opportunité de partager avec vous les résultats de notre recherche qui porte sur la sensibilité aux bactériophages en combinaison ou non avec les antibiotiques directement à partir des hémocultures et d'échantillons d'urine à l'aide d'un test de diagnostic rapide semi-automatisé. Donc, une introduction rapide pour rappeler un peu les bactériophages. Donc, un petit rappel, donc, ce sont les organismes les plus abondants sur Terre. Ils vivent en symbiose, ils coévoluent avec les bactéries depuis 4 milliards d'années. Donc, voici le cycle lytique d'un bactériophage. Il existe différents types de cycles. Vous avez le cycle lytique ou le cycle dormant pour les prophages et les phages tempérés. Donc, l'utilisation des bactériophages a une série d'avantages. Ils sont très spécifiques d'hôtes et c'est ce qui limite fort le traitement empirique. Donc, les phages ont été découvertes en 1915 par Frédéric Twort. Leur première utilisation en phagothérapie a été en 1919 par Félix Derel pour la dysenterie. Puis, il y a eu la découverte de la pénicilline en 1928 et l'âge d'or des antibiotiques, bien sûr, après la découverte et le développement des différentes molécules d'antibiotiques. En 1950, l'âge d'or. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un antibiotique, il y avait un développement de la résistance. Donc, et si on continue comme ça, en 2050, on prévoit 10 millions de décès en 2050, ce qui est un nombre très élevé, qui dépasse le nombre de morts par cancer ou par des accidents de voiture. Donc, il faut trouver des alternatives. Il faut soutenir les antibiotiques. Et donc, comme on le sait tous, le problème de la résistance d'antibiotiques, donc c'est un problème croissant dans le monde entier, euh, avec l'apparition surtout des bactéries MDR, Multi-Drug Resistant, ou XDR, Extensively Drug Resistant, résistantes à toutes les classes d'antibiotiques disponibles. Et le problème, c'est que le développement de nouvelles molécules est très lent et on a souvent recours à utiliser les antibiotiques, des anciennes molécules d'antibiotiques dans différents contextes de maladies. Et donc, la phagothérapie, depuis l'expérience géorgienne, russe, polonaise et occidentale, surtout en Belgique, l'hôpital militaire, en France, aux États-Unis, a prouvé son efficacité sur différents types d'infections, peau, en orthopédie, en septicémie gastro-intestinale, etc., avec différents modes d'administration, orale, parentérale, topique, etc. Et donc, l'intérêt, c'est ils ont un spectre d'être étroit, les bactériophages, mais il y a toujours l'apparition de la résistance sous traitement, même avec les bactériophages, où on le voit très bien sur les boîtes de pétri quand on observe les plaques de Lise. Donc, les médecins, les biologistes, les chercheurs, ils souhaitent co-administrer ou ils visent à co-administrer les bactériophages avec les antibiotiques en même temps. Et c'est ce qui se passe actuellement dans la plupart des cas quand on traite avec les bactériophages, c'est toujours en co-administration avec les antibiotiques. Et donc, pour prendre en charge les infections aiguës, par exemple, il faut disposer de tests de sensibilité rapides. Et donc, il existe de plusieurs modes de phagothérapie. On a ce qu'on appelle le prêt-à-porter, l'universel, à l'aveugle. On prend donc peu importe le profil du germe et de sa sensibilité, on a un mélange de bactériophages, 13 phages ou 15 ou 20 phages. Et il y a eu une étude en fait en 2015 en Europe, l'étude de Phagoburn, qui a essayé le prêt-à-porter en phagothérapie et il s'est avéré que c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus qu'on mélange de phages, plus les concentrations de phages diminuent ainsi que leur stabilité. Donc, l'étude a été arrêtée en janvier 2017
Donc, une autre possibilité, c'est d'utiliser un cocktail de phages sur mesure. C'est le modèle belge. Donc, comme dans la médecine de précision, un traitement personnalisé où on va utiliser, en fonction du profil du germe sélectionné, deux ou trois phages afin d'attaquer l'infection en combinaison avec les antibiotiques. Donc, c'est ce qu'on appelle le traitement personnalisé. Et donc, hmm, on a besoin des méthodes de diagnostic rapide et malheureusement, les anciennes méthodes, comme vous le savez tous, Gracia, la méthode de Gracia ou le spot test, ça prend 24 à 48 heures pour avoir un résultat, sans oublier la lecture des résultats qui est très difficile afin d'analyser parfois l'activité de phage. Ça nécessite beaucoup de matériel. Vous voyez les incubateurs, les poubelles, les boîtes de pétri, les milieux à chauffer, etc. Et si on veut imaginer ça en batch, pour beaucoup de patients, c'est impossible pour les infections aiguës. Donc, un petit rappel sur les méthodes de référence. La méthode de Gracia consiste donc à diluer les bactériophages en série. Et donc, on a un tube de phage à concentration 10 puissance 10 par exemple ou 11. Il faut le diluer. Puis, chaque dilution, faut l'étaler sur une boîte de pétri, sur un tapis de bactéries. Et puis, compter le nombre de plaques de Lise et faire le calcul, le fameux calcul, afin d'avoir, c'est ce qu'on appelle l'efficiency of plating ou l'efficacité de Lise ou de destruction d'un phage pour une bactérie. Et donc, vous avez les trois classes actives. Par exemple, cette classification qui considère un EOP supérieur à 0,1 pour les phages actives, pour les phages passifs ou intermédiaires, voilà, et les phages inactives. Vous avez aussi la méthode de spot pour faire un screening rapide et déterminer la gamme d'hôtes pour un phage, qui est le spot test, où on va spotter juste 10 microlitres de chaque phage sur une bactérie, sur un tapis de bactéries, afin de voir s'il y a juste une réactivité, oui ou non. Donc, je vous invite à lire notre revue qui a été publiée l'année passée sur les différentes méthodes et les différentes plaques observées, etc. Pendant la lecture de l'activité des phages avec les méthodes de référence. Donc, comme je viens de vous dire, à cause des méthodes de référence et du spectre étroit des phages, la phagothérapie sur mesure est réservée aux infections chroniques pour lesquelles le germe est isolé et connu. Donc, notre idée, c'était d'essayer de donner un outil de laboratoire qui permettrait d'administrer les phages pour les infections aiguës avec des résultats, bien sûr, rapides et idéalement avec des résultats qui renseigneraient sur l'efficacité des phages combinés ou non avec les antibiotiques pour voir s'il y a une possible synergie entre le phage et l'antibiotique d'intérêt. Donc, ici, vous voyez une publication qui parle de cette utilisation en combinaison de l'antibiotique avec les bactériophages contre des souches de Pseudomonas infectant un patient une infection hépatique. C'était à l'hôpital Saint-Luc. Donc, les phages ont été préparés à l'hôpital militaire et puis essayés sur le patient ou traités le patient à Saint-Luc. Donc, notre projet de recherche, en fait, l'idée a commencé avec un projet de recherche qui a été soutenu par la région Wallonne avec l'Université libre de Bruxelles en partenariat avec Vesal Bioscience, la société Vesal. Et au sein du LUB, on a fait un projet collaboratif, de recherche collaborative. On a réussi à développer un prototype semi-automatisé qui nous permet d'avoir un résultat d'activité phagique pendant quelques heures, un temps opportun sur le plan clinique. Et il se base sur le principe de la bioluminescence de l'ATP libéré par des bactéries lysées en ATP-métrie. C'était pour différentes espèces, Pseudomonas, Staphylococcus, Klebsiella et Escherichia coli. Et on avait des résultats de 3 heures, pendant 3 heures, faciles à interpréter, avec une très bonne concordance avec les méthodes de référence. Donc, il faut savoir que ce même principe a été déjà utilisé par certaines équipes pour développer des tests d'antibiogramme rapides, aussi basés sur le principe de la bioluminescence. Donc, l'idée, c'était de, voilà,
faire une culture bactérienne sur une boîte de pétri. Et à partir des colonies, préparer un 0,5 McFarland, puis il faut le dispatcher entre euh, un puits phage et un puits contrôle et utiliser un algorithme qu'on avait développé. Donc, je ne veux pas trop entrer en détail avec cet algorithme parce que c'est un peu confidentiel pour le moment, ou c'est confidentiel avec Vesal parce qu'on n'a pas encore publié l'étude. Donc, c'est une série de mesures, mesure 1 et 2, où on va avoir un résultat en pourcentage de lyse en fonction de l'ATP libéré afin de pouvoir classer les résultats en actifs, passifs et inactifs. Donc, ici, dans ce schéma, je vous montre en Y, vous avez l'axe des Y où vous avez le pourcentage de lyse, en X, le phénotype révélé par les méthodes de référence. Et on voyait qu'il y avait une très bonne concordance avec des IOP, des proliférations phagiques actives, et des pourcentages de lyse élevés, tandis que les phages ne présentant pas d'activité ne montraient pas de lyse bactérienne. Donc, ce schéma ici, ou ce dia, en fait, illustre si vous voulez, la corrélation entre le pourcentage de lyse en X, en axe des X. Vous avez le pourcentage de lyse euh, obtenu avec le prototype, avec l'algorithme, et en Y, vous avez les résultats obtenus avec les méthodes de référence, qui est le Gracia, Efficiency of Plating, le Killing Efficiency. Et en fait, l'intérêt de notre prototype, c'est qu'il était capable de distinguer, parfois, vous avez la même IOP. Par exemple, ici, vous voyez deux plaques, euh, deux souches. Ils ont le même IOP, le même Efficiency of Plating, mais, mais en fait, la réalité, c'est que vous avez des plaques troubles à droite ici. Et donc, les plaques troubles, euh, ça indique une activité phagique manquante, c'est-à-dire le phage, il n'est pas capable à 100% de proliférer dans la bactérie. Et donc, ce qui a été montré avec deux pourcentages de lyse différents avec notre méthode, on le voit très bien ici. Et donc, à droite, ici, je vous montre un exemple de la comparaison en axe des Y de pourcentage de lyse de prototype avec les trois classes. Donc, j'ai fait ce schéma pour illustrer la relation entre les deux méthodes. Et on voit très bien, en fait, que dans la classe de weak killers ici, vous avez des points où vous avez des pourcentages de lyse élevés qui indiquent une activité, alors que la méthode de référence les a classifiés comme weak killers ou pas d'activité. En réalité, en fait, ce sont des phages qui ne prolifèrent pas. Si on utilise la méthode de Gracia, on ne voit rien. Alors, si on fait le spot test, on voit quand même une petite réactivité ou jusqu'à une réactivité qui est élevée. Vous voyez très bien à droite, il est capable d'effacer le tapis bactérien. Donc, c'est ça l'intérêt de nouveaux prototypes, c'est qu'il est capable d'aller plus loin pour regarder mieux que nos yeux. C'est ce qu'il se passe à l'intérieur, dans le puits, entre les bactéries et les phages. Et donc, bien sûr, pendant nos classifications, notre étude, on a essayé de prendre en considération plusieurs paramètres, y compris la recroissance bactérienne en présence de phages, oui ou non, etc. Et la taille des plaques, la turbidité des plaques, etc. Je vais passer vite ces dia. Donc ici, vous voyez très bien ici que si on étale l'intérieur de la plaque turbide, vous voyez une recroissance le deuxième jour, alors que là, une plaque éclair ne montre pas une croissance. Donc, l'idée du projet LUC, c'était d'implémenter ce prototype dans le flux de la routine sur culot des hémocultures parce qu'on a un matériel suffisant pour avoir un culot, et puis essayer d'avoir un culot urinaire. Et donc, d'essayer d'adapter ce prototype à une combinaison de phages et d'antibiotiques avec le même algorithme, est-ce qu'on est capable d'avoir des résultats? Donc, on a commencé à spiker des bouteilles de sang négatives, essayer de ramasser le culot bactérien, faire un 0,5 McFarland utilisé dans le prototype, et puis comparer avec les résultats obtenus avec le prototype sur des colonies de boîtes de batterie.
Et on voyait ici qu'il fallait, par exemple, pré-incuber les bactéries 2 heures, une fois qu'on a fait le 0,5 Macferland, et que ce soit le retrait de l'incubateur de Bactec immédiat ou différé. Il y avait une très bonne concordance entre les résultats obtenus sur culot et les résultats obtenus sur colonie pure. Donc, on avait juste peur, en fait, de deux problèmes potentiels, de la contamination des ATP extracellulaires issus de cellules bactériennes et sanguines, des flacons d'hémoculture lysés. Et on avait peur d'avoir une interférence, en fait, avec l'ATP lysé libéré. Et pour cela, on a fait différents types de lavage de culot. Et à la fin, il s'est avéré, en fait, qu'il faut juste éviter une contamination macroscopique du sang, essayer d'avoir un culot ou un 0,5 McFarland qui n'est pas contaminé macroscopiquement par le sang, et les résultats étaient concordants avec les méthodes, avec le prototype utilisé sur des colonies de boîtes de pétri. Donc, pour la mise en œuvre du phénotype sur hémoculture positive de la routine, on voit très bien que les résultats de phagogramme s'insèrent rapidement 5 heures après un mal-dit, après l'identification de l'espèce infectant les hémopes, 5 heures après, et avant les résultats du J1, de résultats de l'antibiogramme. Ici, ce tableau résume les TAT obtenus après la positivité du flacon. Donc, on était à 20 heures pour le prototype, phagogramme sur le culot, par rapport à 42 heures pour l'antibiogramme standard of care euh, pour les antibiotiques. Donc, voilà, on a essayé de nouveau d'adapter le prototype sur de l'urine spikée avec les différentes espèces, en essayant différents types de centrifugation, différents tubes, afin de ramasser le culot, et en fonction de catégories obtenues avec le CDmax, bien sûr, 1 plus, 2 plus ou 3 plus, en fonction des CFU. Et les meilleurs résultats obtenus, c'était avec des catégories CDmax 2 plus et 3 plus, c'est-à-dire quand il y avait beaucoup de bactéries, aux alentours de 18, 17, 18 CFU par ml. Donc ça, c'était pour Pseudomonas. La même chose pour Staph, Klebsiella et Escherichia coli. Et donc, après le spiking, qu'on a vu que le spiking a très bien marché avec les échantillons négatifs d'urine, on a essayé d'essayer avec des urines fraîches de la routine, on a essayé de prendre 2 ml sans borate sur 20 échantillons urinaires en prospective, en essayant de garder toujours 6 ml pour 2 répétitions pour la routine. Et donc, le TAT aussi, de nouveau, était de 5 heures à peu près après l'identification de l'espèce à partir de l'urine. Donc, ici, en fait, c'est ce que j'avais utilisé. J'avais essayé d'identifier les bactéries sur les 20 échantillons sur des culots urinaires. Donc, on avait 10 espèces pour lesquelles on avait des phages. C'est-à-dire, on peut les utiliser pour notre manipulation. Donc, sur ces 10 espèces, on avait un TAT de 5 heures par rapport à 43 heures pour l'antibiogramme. On a fait la même chose avec des colonies à partir des clèdes urinaires positives, où on voyait un TAT aussi pour le prototype, après l'identification de germes, 5 à 6 heures. Et voici l'activité, je vous montre l'activité de différents phages que nous avons utilisés pendant ces projets. Donc, ce sont des phages qui appartiennent à Vesal Bioscience. On n'a pas nos propres phages pour le moment. Donc, pour ces phages, pour Pseudomonas, on avait une activité 45 à 50%. Pour Staph aureus, pour ce phage qui a été isolé et produit ou développé en Géorgie, il avait une activité 90 à 100% contre les souches de Staph aureus. Par contre, on avait une mauvaise activité pour les phages de Klebsiella et d'Escherichia coli, 0 à 10 à 20%. Donc, on a essayé de faire la même chose, mais cette fois-ci, on a essayé de faire
un phagogramme combiné à un antibiogramme rapide après 3 heures par ATP-métrie avec le même principe. Il est basé sur la libération d'ATP, la lyse et la bioluminescence. Donc ici, je vous montre en fait dans ce tableau euh, les différentes concentrations de la ciprofloxacine en poudre qui a été préparée en fait de 512 mg par litre jusqu'à 0,004. Et donc, pour une souche qui était sensible à la ciprofloxacine, voici les différentes RLU obtenues par rapport au contrôle et le pourcentage de lyse calculé par rapport en utilisant le même algorithme utilisé pour le phagogramme, mais cette fois-ci, c'est juste en utilisant l'antibiotique tout seul ou le phage tout seul ou les deux combinés ensemble. En fait, il suffit ici juste de comparer une souche qui est sensible à la ciprofloxacine. Si on prend le clinical breakpoint ou la concentration critique de sensibilité ici pour Staph aureus, qui est de 1 mg par litre, on voit très bien qu'entre la souche 13-22, qui avait un pourcentage de lyse de à peu près 60%, en présence de la ciprofloxacine à cette concentration, comparé à la souche résistante à la ciprofloxacine qui présentait un pourcentage de lyse de 0% de lyse, ce qui indique la résistance à cet antibiotique. Donc, on s'est dit, c'est une très bonne idée pour le futur en perspective d'utiliser le même algorithme, mais pour faire des antibiogrammes rapides en 3 heures, en combinaison ou non avec les bactériophages, afin de voir aussi s'il y a une synergie en fait entre ce phage seul, l'antibiotique seul ou les deux combinés ensemble. Et on le voit très bien ici comment le pourcentage de lyse saute. Et c'était ça en perspective, en fait, l'idée pour le futur d'essayer de faire avec 4 puits, euh, essayer d'avoir l'activité phagique ou d'antibiotiques ou les deux combinés ensemble pour un temps ou pendant un temps opportun pour la routine et pour les infections aiguës, pour accélérer la prise en charge des patients et les traitements avec ou sans les phages plus ou moins antibiotiques. Merci. Je vous remercie et je tiens à remercier chaleureusement Olivier Vandenberg, Marie-Alain, Valérie Doby, Afid Dama pour leur soutien et pour l'opportunité de travailler sur ce projet de recherche. Et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. Merci beaucoup pour cet exposé, Hussein. Donc, ce que je propose, c'est que les personnes qui aient des questions lèvent la main. Et donc, à ce moment-là, je vous donnerai la parole. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans D'accord. l'Assemblée? Il n'y a pas de questions dans l'Assemblée. Mais moi, j'avais une petite question peut-être assez naïve, plutôt côté pratique. C'est quoi les voies d'administration, en fait, bêtement, de ces bactériophages? C'est des mix antibiotiques bactériophages qui vont être administrés par voie parentérale ou ça se passera Tout comment à, en pratique clinique? oui, tout à fait. En fait, il y a, pour le moment, l'exemple d'article que j'ai montré, c'était par voie intraveineuse. Mmh. Par exemple, le patient a été traité avec un phage contre Pseudomonas avec méropenem. D'accord. Ou parfois, il traite, par exemple, le phage contre Staph avec, je ne sais pas si c'est la vancomycine, je ne sais pas si elle est utilisée contre Staph. OK, et donc quand tu considères, par exemple, les intervalles d'administration pour des antibiothérapies classiques, si on adjoint des bactériophages, ce sera les mêmes délais d'administration chez le patient ou ça va changer les délais d'administration, on administrera moins souvent les antibiotiques, il y a déjà des données là-dessus? En fait, il faut vraiment un outil de diagnostic rapide pour voir s'il y a une synergie d'abord, comme le prototype qu'on a développé, par exemple. Et une fois qu'on a une synergie, il faut faire des études cliniques. Et malheureusement, pour le moment, il y a des études cliniques, mais on n'a pas encore beaucoup de retours. En fait, il y a des articles, surtout de l'hôpital militaire, qui parlent ou résument les différentes études cliniques. Mais pour l'administration, c'est un peu
Ouais, il n'y a pas encore Euh, beaucoup de recul sur l'utilisation de cette oui, thérapie personnalisée, quoi. tout à fait. Et, parce qu'en fait, il y a beaucoup de cas aussi où on voit un échec de traitement. Donc si vous voyez si vous pouvez, ou si vous voulez, les articles ils choisissent les cas où ça marche très bien. Mhm. Mais il y a, on va dire, 50% de cas où ça marche pas aussi. Donc, D'accord. il faut encore beaucoup des études cliniques et des outils de diagnostic afin d'accélérer et de permettre de faire plus d'études cliniques et d'avoir de retours. OK. Merci beaucoup. Je refais De vite un rien. petit tour dans l'assemblée. Je ne vois pas de main levée. Donc, je propose, on est dans les temps, de passer la parole à Marie Dalborgo.